Je revois mon cours, je vais envoyer. Oui, oui, je vais la donner. De toute façon, c'est des conditions de Mélanie. Après, il m'envoie les conditions. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. On attend que les tout derniers s'installent. Et bienvenue à tous à ce traditionnel petit déjeuner de Caire, petit déjeuner débat de l'association Cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise. La thématique d'aujourd'hui porte sur un sujet, je dirais, assez controversé et polémique depuis sa parution, qui est la règle donc dite des 51-49 pour abréger. Le débat d'aujourd'hui est remis, je dirais, sur la table par notre association parce que ça continue d'être un débat d'actualité qui a été, je dirais, remis sur la table encore très récemment par un certain nombre d'organismes. Donc pour ce débat, je voulais tout d'abord souhaiter la bienvenue à notre invité d'honneur, son Excellence ambassadeur du Canada en Algérie. Et pour les besoins du débat, donc, on aura une communication de M. Lescarat, qui est expert, président donc, du cabinet de conseil Humilis Finance Advisory et membre de CARE. À la suite duquel, donc, de son intervention, nous aurons une petite discussion pendant une petite demi-heure jusqu'à 40 minutes donc, de débat pour poser des questions et pour échanger des avis. Avant de passer la parole à son Excellence pour dire quelques mots, bien sûr je tiens avant tout à remercier l'ambassade du Canada pour son soutien, je dirais, permanent à notre association et notamment donc, son soutien particulier pour l'organisation de cette manifestation. Le choix de CARE pour cette discussion sur le 51-49 est assez spécifique, je dirais. Il est clair que nous avons eu une très grande polémique depuis sa parution, depuis l'apparition de ce texte sur le 51-49. Le débat que nous avons eu jusqu'à maintenant est un débat assez politisé et je dirais même assez idéologique. Le positionnement de CARE n'est pas sur le terrain, je dirais, politique ou bien idéologique. Le choix de CARE et d'aborder le sujet de son point de vue opérationnel, de son point de vue pratique, et nous nous posons la question sur la manière d'améliorer les conditions pratiques d'exercice du partenariat international pour les entreprises algériennes et étrangères souhaitant aller en Algérie, dans le contexte, je dirais, de cette loi. Donc la question n'est pas d'aborder le sujet du point de vue du pour ou du contre du 51-49. L'intérêt pour nous est d'aborder le sujet du point de vue comment opérer, comment agir, quels sont les facteurs de blocage que nous rencontrons aujourd'hui et d'une manière plus générale, comment améliorer les conditions d'exercice de ce partenariat international. Le débat des derniers temps, c'est-à-dire aussi bien sur le plan du développement du secteur privé que sur le plan de la relance du secteur public, on met en évidence l'exigence impérative du développement du partenariat international comme un passage incontournable de la réussite du développement économique et de l'ensemble des réformes qui sont en train de se mener actuellement. Or, aujourd'hui, le sentiment des acteurs
c'est que justement le développement fructueux de ce partenariat est bloqué par un certain nombre de mesures ou de non-mesures aussi, l'inexistence de mesures parfois opérationnelles, pratiques, pour pouvoir donc faire les différents projets qui sont, je dirais, sur la table en matière de développement économique, de relance, de développement industriel ou de services. Ce que nous souhaitons à CARE, c'est de proposer des mesures qui sont d'application immédiate, c'est-à-dire qui pourraient être appliquées immédiatement sans relancer, je dirais, un débat public qui nécessiterait bien sûr l'intervention des politiques, mais ce que nous souhaitons, ce sont des mesures concrètes, opérationnelles, à même d'améliorer immédiatement les conditions d'exercice du partenariat international. C'est pour cela que M. Clérard, qui va intervenir dans un moment, a préparé pour notre association une première série de propositions que nous soumettons au débat. Peut-être que ce ne sera pas exhaustif, mais il est certain que de notre point de vue en tant qu'association, c'est le point de démarrage, ce sont les mesures les plus critiques d'une manière immédiate, et ça pourra être enrichi par la suite dans le débat par d'autres mesures à caractère tout aussi opérationnel pour améliorer donc ces conditions d'exercice de ce qu'on appelle le 51-40. Voilà donc un petit peu, si vous voulez, l'ordre du jour que nous proposons, et c'est un petit peu dans la lignée de ce que nous proposons depuis quelque temps au niveau de CARE, c'est-à-dire que ce que nous proposons depuis quelque temps, ce sont des mesures pratiques à caractère immédiat, pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'engager beaucoup de travaux, beaucoup de débats, mais ce sont des mesures de bon sens, qui jusqu'à maintenant ont été reconnues par toutes les parties comme étant des mesures de bon sens, et pour lesquelles donc, nous souhaitons vivement qu'il y ait un répondant assez immédiat et une mise en œuvre assez immédiate. Et ça a déjà fait l'objet par le passé d'une correspondance à M. le Premier ministre en matière donc, de mesures d'amélioration immédiate des conditions d'exercice des affaires, donc d'amélioration du climat des affaires et des conditions d'exercice de l'activité d'entreprise en Algérie. Nous avons aussi donc fait un certain nombre de propositions, je le rappelle, sur la débureaucratisation. Donc c'était il y a à peu près un mois de cela. Aujourd'hui, on voit bien que c'est repris d'une certaine manière, puisqu'il y a des commissions qui sont installées, je dirais, pour répondre à ça. Donc nous sommes très contents que d'une certaine manière ça suive. Et j'espère que sur la question du 51-49, nous aurons aussi du répondant. Avant de passer la parole à Liès, je souhaiterais peut-être que son Excellence, qui est notre invité d'honneur aujourd'hui, nous dise un mot. Conjoncture, le finance dans la plupart des cas. On n'a pas besoin d'obligations légales ou administratives pour favoriser le financement local. Le comportement normal économique comme des entreprises fait que les entreprises n'ont aucune raison, motivation d'aller contracter de la dette étrangère. C'est comme si elles ont accès à du financement à de meilleures conditions localement et concrètement. Donc en termes de financement des entreprises, avant cette mesure-là, on n'avait pas de problématique liée à cela. C'est-à-dire juste les conditions économiques locales favorisaient cela. Ce qu'on comprend, c'est que dans l'esprit de cette disposition est lié au désir de désendetter l'Algérie, que l'Algérie n'ait pas de dette extérieure. Donc, parce qu'en fait, il y a la dette de l'État, mais si les entreprises s'endettent à l'extérieur, ça fait porter un gros fardeau et tout de la dette. Cette préoccupation ne la remet pas en cause. Elle peut être légitime par rapport à ce qu'a connu l'Algérie dans le passé, et il peut être compréhensible que dans l'esprit de beaucoup de gens qui ont vécu des réajustements structurels, etc. et tout,
qu'il y ait une attention particulière à réduire la dette, ne pas mettre l'Algérie dans des situations d'endettement. C'est compréhensible et on peut ne pas remettre en cause. Par contre, là il y a une question aussi de mode d'application de cela. Et avant d'arriver au mode d'application, je vais juste donner un exemple d'application de cette mesure-là. Il y a quelques années, on a, pour une institution ici algérienne, on a essayé de structurer un financement sur le marché obligataire, lever des obligations localement, tout simplement. Et pour cette institution-là, on est allé chercher une garantie d'une institution multilatérale. Donc en pratico-pratique, ça faisait quoi? C'est que cette institution multilatérale, étrangère, donnait sa garantie. Et comme pour les obligations émises par cette entreprise-là, l'entreprise émettait des obligations sous la garantie de cette entreprise multilatérale. Pratico-pratique, ça voulait dire, ça veut dire qu'on levait la ressource locale au taux local, mais le risque de crédit était pris par l'institution multilatérale. C'est très commun. Donc cette institution multilatérale, comme beaucoup d'autres, font beaucoup ça. Donc au lieu de prêter directement aux entreprises, elles donnent juste leur garantie et les fonds sont levés localement. Okay. Mode d'application, on n'a pas pu le faire. Pourquoi? Parce que l'interprétation de cette disposition des lois de finances complémentaires 2009 faisait que on considérait que la garantie, le fait qu'une institution multilatérale donne sa garantie, c'était considéré comme un financement étranger, on ne pouvait pas le faire. Ou à la rigueur, on pouvait le faire, mais l'entreprise ici ne pouvait pas rémunérer cette garantie-là, donc transférer une commission de garantie. Situation de blocage. Donc on avait une opération qui rentrait exactement dans l'esprit de la loi, c'est-à-dire de lever les ressources localement, mais qui ne pouvait pas être fait. Et la problématique, en fait, en termes de mode d'application de cette mesure-là par rapport à l'esprit, parce que l'esprit c'est quoi? C'est simplement de lever les ressources localement pour que l'Algérie ne soit pas endettée. On a une problématique de mode d'application, de cohérence entre l'application de la loi et l'esprit de la loi. Et pour le financement, l'approche qu'on recommande concrètement, c'est de décomposer entre les ressources et le risque de crédit. Quand on fait un financement, il y a deux sujets, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise emprunte, elle paye un taux. Ce taux, en fait, il est décomposé entre la rémunération d'un financement ou d'un prêt, il est décomposé en gros en deux parties. Il y a une partie qui est le taux sans risque, le taux des ressources, etc. C'est-à-dire à quel taux le Trésor algérien émet des obligations. Et un autre taux qui correspond au risque de crédit. Donc en termes de financement, dans le passé, dans le passé, en Algérie, on avait cette décomposition-là. Dans le passé, qu'est-ce qui se passait? Lorsque l'Algérie avait besoin de financement, en fait, l'Algérie n'était pas dans la situation confortable dans laquelle elle est aujourd'hui, qu'est-ce qui se passait? C'est que les institutions multilatérales accordaient des lignes de crédit à l'Algérie, donc prêtaient aux entreprises algériennes. Donc, c'était des fonds étrangers qui étaient mis à la disposition des entreprises algériennes, mais par le biais des banques algériennes. Donc, la Banque algérienne de développement a géré ces prêts-là, etc. Et c'était l'inverse à l'époque. À l'époque, les ressources étaient étrangères et le risque de crédit était pris par les banques algériennes. C'était logique, c'était les banques algériennes qui connaissaient les entreprises localement, qui pouvaient prendre ces risques-là et tout. Donc c'était cette logique-là entre la décomposition, entre les ressources
d'où viennent les ressources étrangères ou locales et le risque de crédit, on le faisait dans le passé. Et aujourd'hui, la conjoncture a changé. Concrètement, il y a de l'épargne localement. Et donc, ce qui est plus probable qu'on risque d'avoir à utiliser aujourd'hui dans ça, c'est l'inverse. C'est de lever la ressource localement parce qu'il y a de la liquidité localement, mais que le risque de crédit soit pris par une institution comme étrangère. Alors, pourquoi c'est utile? Pourquoi on recommande d'avoir ce mode d'application? C'est pas juste pour pouvoir permettre une opération comme celle dont je vous ai parlé, qui n'a pas pu se faire à cause d'interprétation, parce que ça permet de mettre plus de cohérence dans ce qu'on fait de cette disposition-là. Alors je vous explique pourquoi. Les exemples, c'est parce que cette disposition-là, le fait d'obliger tous les investissements qui se font en Algérie à recourir seulement à de la dette locale. Mais s'il y a un investissement qui est fait par une entreprise étrangère, donc la seule possibilité du financement, c'est que le financement se fasse localement. Donc ça crée de la pression envers les banques locales. Les banques locales ont un poids sur elles de devoir accorder ou pas le financement. Donc l'entreprise étrangère qui investit en Algérie, ces banques, celles qui la connaissent, ne sont pas les banques qu'il y a ici localement en Algérie, concrètement. Et la logique, la vraie logique de cela, c'est que dans certains cas, il est probable et raisonnable de penser que les banques algériennes acceptent de financer dans ce cas-là, mais demandent l'implication des banques de l'entreprise. C'est comme dans le risque de crédit. Donc, pour que ça fonctionne, c'est comme cette disposition-là, il faut qu'il puisse y avoir cette décomposition entre le risque de crédit et les ressources. Parce que ça met en place un système où, pour un financement étranger, on ne peut même pas impliquer les banques étrangères de l'entreprise étrangère. Ça rentre en contradiction avec l'esprit. Donc, pour que ça soit... Donc, cette recommandation en termes d'interprétation, de mode d'application, de bien spécifier que cette disposition qui a trait au financement, au financement local, a trait aux ressources, qu'on recommande à ce que les ressources soient levées localement, parce qu'il y a beaucoup de liquidité localement. Et c'est un élément relativement important. Ensuite, il y a la question de concrètement, il serait aussi judicieux de limiter, de réserver cette mesure au montant substantiel. Parce que pour un petit entrepreneur, pour une PME, si jamais la PME a plus, arrive à convaincre un financier étranger plutôt qu'un financier local, raisonnablement, si le montant n'est pas substantiel et n'impacte pas notre balance des paiements et notre dette, on devrait pouvoir l'autoriser sans que ça remette en cause l'esprit de cette disposition-là. Donc, le troisième point, c'était sur l'obligation du recours au financement local, d'avoir un mode d'application qui soit conforme à l'esprit. C'est ça notre recommandation. La dernière des choses, c'est ça, c'est une mesure orpheline parce que elle n'a pas beaucoup attiré l'attention, mais elle impacte beaucoup d'entreprises, en fait presque toutes les entreprises ici algériennes. Donc, en fait, c'est une disposition qu'il y avait dans la loi de finances complémentaire 2009 et qui était rétroactive. En fait, ça revenait sur les conditions de réévaluation des actifs en franchise d'impôt. Alors, je vais récapituler le calendrier de cette histoire-là des réévaluations des actifs en franchise d'impôt. Okay.
Alors, en 2006, l'État algérien a décidé d'accorder à toutes les entreprises le droit de réévaluer leur actif en franchise d'impôt. Donc il y a un décret en juillet comme 2006 qui est sorti, qui disait les entreprises ont le droit, en juillet 2007, ont le droit de réévaluer leurs actifs qui étaient qu'ils avaient au bilan au 31 décembre 2006 en franchise d'impôt. Ce décret disait elles ont le droit de le faire à telles conditions, et ce décret spécifiait les conditions, les conditions de cette réévaluation d'actifs. Il y avait une date butoir, c'est-à-dire que les entreprises devaient faire ça avant le 31 décembre 2007. Alors, je ne sais pas si tout le monde comprend c'est quoi la réévaluation. Donc cette disposition, en réalité, donc, toutes les entreprises, logiquement, ont procédé à cette réévaluation-là. Juste pour rappeler, j'étais en Algérie à ce moment-là, personne du monde de l'entreprise n'avait demandé cette mesure-là. Ni le Forum des chefs d'entreprise, ni CAIR, ni à notre connaissance, ça n'a jamais été une demande du monde de l'entreprise privée de demander de permettez-nous de réévaluer nos actifs en franchise d'impôt. Personne ne l'avait demandé. C'était une décision qui a été prise par les autorités avec ces conditions. La réaction normale de toutes les entreprises a été, lorsqu'elles pouvaient le faire matériellement, etc., et tout, de réévaluer leurs actifs. En termes de gouvernance, une entreprise qui ne l'aurait pas fait, ou un dirigeant, c'est-à-dire le conseil d'administration, le dirigeant de l'entreprise qui ne l'aurait pas fait, aurait failli à son devoir de diligence. Donc, il y avait en tant que lorsqu'on dirige une entreprise, on a une responsabilité sociale par rapport à l'entreprise. Lorsque on a une possibilité de réévaluer ses actifs en franchise d'impôt, si on ne le fait pas, en soi, on ne sert pas les intérêts de l'entreprise. Donc logiquement, tout le monde l'a fait. Enfin, la plupart des entreprises l'ont fait, ont réévalué leurs actifs avant la date butoir du 31 décembre 2007. C'est un processus donc, en fait, qui est très difficilement réversible. Hein, c'est-à-dire une fois qu'on a réévalué, parce que le décret disait qu'il fallait réévaluer les actifs et augmenter le capital de cette part de réévaluation. Donc le capital des entreprises a été augmenté. Donc tout le monde l'a fait. Et alors en juillet 2009, dans la loi de finances complémentaires 2009, alors il y a eu, en fait il y a deux articles. Là, il y a deux articles dans la loi de finances complémentaires 2009, l'article 27 et l'article 28. Je vais vous les lire, après je vais vous les expliquer. L'article 27, il dit « Le minimum du capital des sociétés est constitué par le minimum légal prévu par le Code de commerce ou les législations spécifiques augmentées des plus-values de réévaluation intégrées au capital. Pour les sociétés ayant bénéficié d'avantages fiscaux, le minimum est égal au capital initialement déclaré majoré des plus-values de réévaluation intégrées au capital. » Alors, c'est compliqué à comprendre, hein, ces choses-là. Qu'est-ce que ça veut dire cet article-là? Ça veut dire que les entreprises qui ont réévalué leurs actifs et qui ont augmenté leur capital minimum, il a changé. C'est plus 1 million de dinars pour les SPA et tout, c'est le capital minimum de la réévaluation. C'est-à-dire que leur capital est bloqué à ce niveau-là. En pratico-pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ça c'est une condition qui arrive en 2009. C'est-à-dire, vous l'avez fait, vous avez augmenté votre capital. Enfin, vous avez augmenté votre capital. Maintenant, vous ne pouvez pas diminuer votre capital. Vous devez laisser ces actifs-là dans l'entreprise ou l'argent qui viendrait de ces actifs-là. Ensuite, et l'autre, c'est comme ça, l'article 28, lui dit que les cessions d'actions ou parts sociales des sociétés ayant bénéficié des réévaluations réglementaires donnent lieu au paiement d'un droit d'enregistrement additionnel dont le taux est fixé à 50%.
Le droit est assis sur le montant de la plus-value dégagée. Sont également soumises à ce droit les cessions des immobilisations réévaluées. Ce droit est assis sur le montant de la plus-value de réévaluation. Alors c'est écrit en langage fiscal, etc. et tout, mais bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on avait un décret qui permettait de réévaluer en franchise d'impôt. Donc ce qui était concerné, donc c'était la plus-value de cession et tout. Et là on fait un autre article qui dit si vous l'avez fait, donc si l'entreprise a fait, si elle cède ses actifs, le terrain ou le bâtiment, etc. et tout, donc c'est toujours, elle doit payer un droit d'enregistrement de 50% de cette réévaluation. Non seulement si elle cède l'actif, ou si elle cède juste les titres de l'entreprise. Donc vous avez une entreprise, vous avez réévalué vos actifs comme tout le monde, hein, c'est-à-dire que c'est toutes les entreprises qui avaient des actifs qui l'ont fait. Aujourd'hui, si elles veulent céder leurs actions, leurs titres à quelqu'un, c'est comme le moindre, c'est comme une action, et tout, c'est comme il y a un sujet, ben, il faut payer un droit d'enregistrement de 50% de cette plus-value de réévaluation. Alors, sur ce sujet-là, en fait, Kerr demande, on demande juste tout simplement l'abrogation de ces deux articles, tout simplement parce qu'ils sont rétroactifs. Parce qu'ils ont mis, de fait, parce que c'est un sujet orphelin, c'est-à-dire que les entreprises, la plupart des entreprises, comme les gens n'ont pas accordé beaucoup d'attention à ces deux articles, mais ensuite personne ne connaît cette situation-là avant d'avoir voulu faire une transaction, et souvent il y a beaucoup d'entreprises qui ont fait ces transactions et qui ne le savent toujours pas. Donc à un moment, ils vont avoir une convocation de la DGI, etc., pour leur dire je l'ai vécu personnellement, en fait, pour une petite transaction, si j'ai au conseil d'administration d'une entreprise, j'ai eu l'entreprise m'avait cédé un nombre de 10 actions, enfin comme très minime, pour siéger au conseil d'administration. 6 mois après, je reçois personnellement une lettre comme des impôts me demandant de me présenter aux impôts avec les actes de propriété des actifs de la société. Donc en fait, c'était lié à cette histoire-là, concrètement. Donc, sur ce sujet-là, ce qu'on demande, c'est tout simplement l'abrogation de ces articles-là parce qu'ils sont rétroactifs et parce que la situation que ça crée un gel de l'activité transactionnelle. Les entreprises, en réalité, même si elles ne le savent pas, se trouvent dans une situation de gel. Elles ne peuvent plus céder leurs actifs et elles ne peuvent plus céder leurs titres. Et donc c'est évidemment une situation qui n'est pas tenable, hein, qu'il faut corriger très rapidement parce que c'est une situation qui peut pas être qui est pas justifiable et qu'on ne peut pas garder de cette note comme ça. Sur les conséquences, donc je pense que tout le monde le comprend, hein, c'est rétroactif. Alors, juste comme la parenthèse, la formulation du texte de loi pour contourner l'effet rétroactif ne parle pas de l'imposition des plus-values de cession, parce que c'est comme met en place un droit d'enregistrement qui impose la plus-value. En réalité, c'est comme si c'est un élément de forme qui est fait pour contourner la rétroactivité, mais de fait, c'est rétroactif concrètement. Donc, en fait, et pour ça, parce qu'on ne le fait pas sur les autres dispositions, on ne met pas en cause les lois, mais pour ces dispositions-là, on n'a pas d'autre choix que de demander comme l'abrogation de ces deux articles-là, concrètement, parce que comme elles sont contraires à l'esprit des autorités, hein, à ce niveau-là, il n'y a aucune motivation qui peut justifier qu'on ait des lois rétroactives. Ça gèle l'activité transactionnelle, hein, donc je pense que c'est la volonté de personne ni des autorités de geler l'activité transactionnelle, d'empêcher les entreprises de céder leurs actifs ou de se vendre entre eux leurs actifs. Il n'y a pas de raison à ce que qu'on gèle l'activité des transactionnels sur les titres, il n'y a aucune justification en raison de cela. Donc
concrètement, on pense que, que ça a été probablement quelque chose qui s'est glissé dans la loi, comme sans avoir été nécessairement beaucoup analysé. Donc on recommande juste qu'on l'abolisse pour que les choses puissent fonctionner. Donc, en conclusion, ce qu'on a essayé de faire, c'est, et puis je vous remercie de votre attention, parce que c'est pas des questions toujours, c'est des questions que j'appelle orphelines, parce qu'elles sont difficiles à comprendre, c'est pas quelque chose qu'on comprend dans le grand public, parce que ça demande de l'attention sur des éléments techniques très précis, mais c'est des questions qui, sur le terrain concret de l'investissement, sont cruciales, concrètement. Et elles sont orphelines parce que quand on parle de transactions sur les titres comme d'une entreprise, quand on parle de demande au CNI, les entreprises ne se plaignent pas beaucoup là-dessus, elles ne parlent pas beaucoup de ça, parce qu'en général, quand elles sont dans ces processus-là, ben, elles sont dans des processus confidentiels. Comme lorsqu'il est question de vendre une entreprise ou d'investissement, d'un fonds d'investissement dans une entreprise, c'est un processus confidentiel, etc. et tout. Donc on n'en débat pas en public en disant ah j'attends depuis longtemps au CNI et tout. Donc c'est des questions qui impactent l'investissement et qui sont sur le terrain, comme de l'investissement très concret, mais qui sont orphelines parce que on n'en débat pas dans les médias. Les entreprises qui sont confrontées à ces problèmes-là et leurs conseils, en général, travaillent en confidentialité et en discrétion. Donc, voilà, comme je vous ai dit, la présentation n'était pas, c'est pas exhaustive et concrète, mais je sais pas si, j'espère vous avoir convaincu que ces 4 éléments-là sont des éléments sur lesquels il peut y avoir de l'action immédiate, que ça ne remet pas en cause l'esprit des dispositions et que ça met juste un peu plus de cohérence dans le processus. Je vous remercie de votre attention. Merci Lies, on va ouvrir un débat et aussi donc questions et avis bien sûr. Vous avez ici 4 propositions concrètes pour, je dirais, aller de l'avant. Encore une fois, on s'aperçoit que souvent il y a un décalage entre le discours un peu, je dirais, incantatoire sur l'investissement étranger et le partenariat international et la réalité, je dirais, des procédures et des textes. Donc, encore une fois, ce que propose CARE, c'est d'aller, je dirais, dans le pratique, dans le pragmatique, et garder une dimension opérationnelle à ce qu'on peut faire rapidement, puisque je crois que le gouvernement a donné le temps, des mesures d'amélioration rapides doivent être prises, et on s'inscrit totalement dans cette logique-là. Donc, le débat est ouvert. Alors, mesures organisationnelles, il faut se présenter, bien sûr. Bonjour tout le monde, c'est M. Boukidi, je suis de la Chambre de commerce allemand, la HK. Je vous remercie déjà beaucoup pour ce discours, donc pour cette présentation. Je trouve que les points évoqués sont très intéressants, ainsi que les propositions. Il faut être un peu sincère et dire que l'investisseur étranger, en l'occurrence les Allemands que nous représentons, sont un peu inquiets par rapport à cette loi. C'est-à-dire que c'est une loi qui fait peur. Ça, c'est un point. Enfin, ma question aujourd'hui, c'est de dire quels sont les pôles d'action pour faire un peu, entre parenthèses, pression pour justement améliorer cette loi ou bien l'application de cette loi. C'est-à-dire que maintenant on voit qu'elle fait du bon travail. Est-ce que CARE agit seul? Est-ce qu'il faut travailler ensemble avec le patronat? C'est-à-dire réunir les forces pour mieux agir. Vous avez dit, il y a la réflexion, il y a l'action. Comment peut-on être, disons, très effectif par rapport à l'action? Et je vais un peu anticiper votre réponse pour aussi poser une deuxième question et pour dire que est-ce qu'il y a un espoir de, disons, un changement bientôt, c'est-à-dire, je dirais, il faut
éviter la langue de bois et dire avant les élections prochaines. Je ne sais pas si le gouvernement Sellel, parce que le gouvernement Sellel, quand il a été mis en place, il a confirmé directement le maintien de la loi. Et donc il faudra attendre le nouveau gouvernement pour espérer des changements, soit par rapport au texte ou bien par rapport à l'application. Et je vous remercie beaucoup. Merci. On va prendre encore une ou deux et pour permettre à répondre. Il y avait monsieur là et ensuite vous. Oui. Bonjour, Raïf, professeur de finance. D'abord, félicitations pour l'excellente présentation. Et ce sont des arguments qui coulent de source et qui sont inattaquables. Alors, deux questions rapides. Première question, est-ce que vous pensez que le fait de maintenir le droit de préemption de l'État sur la cession des actions ne devrait pas être intégré à ces recommandations? Parce que même si on essaie de fluidifier d'un côté, mais on garde ça de l'autre, le blocage sera maintenu. Deuxième et dernière question, est-ce que, connaissant le mindset des autorités, vous ne pensez pas qu'il soit un peu risqué de proposer ces mesures de fluidification, en ce sens que ça risque de justifier le maintien du 51-49, qui en soi n'est pas une bonne mesure? Voilà. Il y a monsieur là-bas, encore une séance. Bonjour, c'est Elias Hallas, journaliste du Soir d'Algérie. Monsieur Kara, vous avez parlé de réévaluation des actifs de franchise d'impôt, une mesure orpheline, comme vous dites. Est-ce qu'on peut aborder cette mesure sous le chapitre de la lutte contre l'évasion fiscale? Parce que les entreprises algériennes, généralement, ils créent une petite entreprise à un capital. Au minimum, ils gagnent d'une année sur l'autre, ils gagnent de l'argent, mais ils ne réévaluent jamais. Pour échapper à un régime fiscal aussi contraignant, ils ne réévaluent jamais ces actifs. Merci. On va faire une première réponse et ensuite on va faire un deuxième tour de questions. Je vais juste récupérer le micro pour des questions logistiques. Ok, oui. Oui, je vais d'abord répondre à la question de monsieur sur le lien entre cette disposition-là, comme sur la réévaluation des actifs, et puis la question de l'évasion fiscale. À ma connaissance, il n'y a pas de lien. Je vais vous dire pourquoi. En fait, c'est pas il n'y a aucune chance que cette disposition soit justifiée par la lutte contre l'évasion fiscale. Parce qu'il n'y a pas de lien. Parce qu'en réalité, ce dont il s'agit ici, c'est comme la réévaluation des actifs, c'est des entreprises qui ont des actifs dans le bilan des entreprises. En pratico-pratique, l'évasion fiscale, l'informelle, c'est l'inverse qui se passe. C'est-à-dire dans les entreprises qui sont comme informelles, c'est l'inverse qui se passe. Il y a des actifs les actifs ne sont pas dans l'entreprise. Donc si les propriétaires des entreprises, si les propriétaires des entreprises ont des actifs, des terrains, etc. et tout, ils ne sont pas dans les bilans des entreprises. Donc c'est juste pour clarifier ce point-là, c'est que cette disposition-là, c'est comme sur la réévaluation des actifs. Il n'y a pas de lien objectif à avoir avec l'évasion fiscale. Ensuite, merci Raïf d'avoir évoqué la question des modalités d'exercice du droit de préemption, parce que honnêtement, ça faisait partie d'un des éléments que j'ai débattu avec moi-même pour savoir si je l'incorporais ou pas, et puis j'ai choisi, pour rester synthétique, de présenter ces quatre mesures, ces quatre points-là. Oui, il y a effectivement aujourd'hui un point aussi sur la prévisibilité des délais aussi pour l'exercice du droit de préemption. Alors, c'est aussi une question de
mode d'application, d'interprétation des textes qui... enfin, c'est comme une problématique. Alors, donc, en pratique, le texte qui régit la question du droit de préemption, il dit que ça passe par le notaire, donc s'il y a une transaction, c'est le notaire qui doit se charger de transmettre l'information sur la transaction au ministère de l'Industrie. Et ce texte-là prévoit un délai, à ma connaissance, je pense que c'est 60 jours, au-delà duquel, s'il n'y a pas de réponse, le droit de préemption est supposé être purgé. Mais ce texte de loi dit que ce délai-là ne s'applique pas dans le cas dans certains secteurs, dont la liste va être publiée par un règlement d'application, je pense. L'interprétation actuelle, pour parler de la terme d'interprétation, fait que donc le règlement d'application qui fixe ces secteurs-là n'est pas sorti, voire encore aujourd'hui. Et comme il n'est pas sorti, l'interprétation qui est faite actuellement, et elle est fait que le délai des 60 jours ne s'applique pas. Tant qu'on ne sait pas si vous rentrez dans les cas exceptionnels où le délai ne s'applique pas. Donc en pratique, à l'origine, ceux qui ont été comme dans l'écriture de la loi, cette notion de délai a été prise en compte et il y a eu un délai qui devait de 60 jours qui était là. Mais comme le décret d'application n'est pas sorti et compte tenu du mode d'interprétation de cette situation-là, on est dans une situation où aujourd'hui il n'y a pas de prévisibilité de délai encore sur cette question de l'exercice du droit de préemption. Je ne l'ai pas évoqué, enfin, c'est quelque chose d'important, je ne l'ai pas évoqué parce que, bon, on nous dit que le texte d'application, le texte qui prévoit ces secteurs-là, qui réglerait cette problématique, est en cours de préparation et tout. Voilà. Voilà. Non, sur la question du droit de préemption, je ne sais pas si ça marche. Oui, je crois qu'il y a deux dimensions quand même. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, d'abord, il y a eu une petite inflation sur cette question du droit de préemption. C'est-à-dire qu'on a eu des dérives dans le débat public, je dirais, sur le droit de préemption, en termes où on a cru à un moment donné que le droit de préemption devenait quasiment une obligation de préemption, à travers des cas qu'on a connus, où la réaction immédiate, je dirais, pas seulement des pouvoirs publics, mais je dirais du parti de l'opinion, était qu'il fallait préempter. Alors que dans certains cas, que je ne citerai pas, la préemption ne s'appliquait pas du tout. Donc je crois qu'il faut assainir le débat d'abord, rester serein. Le droit de préemption n'est pas automatique, c'est-à-dire que là aussi il y va de la stratégie à afficher par les pouvoirs publics. Ça c'est à un niveau, je dirais, vraiment politique, où il faut vraiment assainir et rendre le débat sur la participation étrangère, sur le partenariat international, un débat beaucoup plus serein et je dirais beaucoup plus économique qu'il ne l'est actuellement. Et je répète ce que j'avais dit tout à l'heure, il est un peu trop politique pour le moment. La deuxième dimension, effectivement, je rejoins Lies, il faut absolument que les textes soient écrits clairement, que l'on évite les situations de flou textuel, si vous voulez, ce que j'appelle moi les flous artistiques un petit peu, qui font des situations où on peut comprendre la chose et son contraire. Voilà un petit peu ce que je voulais dire par rapport au droit de préemption, ce qui vraiment est un autre élément, je dirais, de blocage par rapport au partenariat international et à l'investissement étranger. Pas parce qu'il existe, mais parce que c'est flou. Oui, en fait, les plans d'action, il y avait une question sur le fait, est-ce que notre débat sur des mesures très concrètes d'application du 51-49 et tout porterait préjudice au débat sur la pertinence de la mesure non. Et, enfin, je comprends, c'est comme l'intervention sur ce sujet-là. C'est justement pour ça, parce que
parce qu'on veut être tourné vers l'action, qu'on se dit, écoutez, il est utile de débattre de l'application, c'est comme des choses. Ça ne veut pas dire que les gens, c'est comme que le débat sur la pertinence des mesures et tout n'a pas sa place, il a sa place concrètement, mais il ne faut pas que ce débat-là nous empêche aussi de débattre, c'est comme aussi de la question de son application. Et puis après sur les dangers, hein, comme que ça soit un élément pour empêcher comme des débats sur la pertinence des mesures, ben c'est plus notre responsabilité à tous ici dans le parterre, etc. et tout, de bien rapporter les nuances de nos propos. Ensuite, oui, c'est un peu lié aussi, sur la question sur les actions, hein, qu'est-ce que chez CARE on fait en termes de plaidoyer pour... CARE est impliqué, comme le FCE, comme tous les autres acteurs, NEBNI fait des choses, etc. Tout le monde est impliqué pour faire du plaidoyer, pour essayer de contribuer au débat économique, proposer des choses concrètes, utiles, faire des propositions. Ensuite, en termes de mesures, CARE participe lorsqu'il est invité groupe de travail, on vient de parler du groupe de travail sur le Doing Business, sur le climat des affaires qui est au ministère de l'Industrie. Au ministère de l'Industrie, il y avait aussi un groupe de travail sur les questions d'investissement à l'automne, qui a y participé, les petits déjeuners qu'on fait en ce moment sont là pour débattre de ces questions-là. Donc en fait, voilà, on utilise un peu tous les moyens de plaidoyer qu'on peut avoir pour pouvoir avoir un débat intellectuellement honnête, profond et puis concret sur les choses. Ensuite, sur les prévisions, quelles sont nos prévisions? Est-ce que ça va changer ou pas? Ça, je ne vais pas pouvoir vous parler pour CARE, je vais juste vous parler en tant que mon expérience de conseil financier. Très honnêtement, c'est ça, c'est la question que mes clients me posent tout le temps, est-ce que ça va changer, ça va pas changer et tout. Depuis 2009, j'entends les prévisionnistes de ça va changer dans un mois, où j'ai une rumeur que c'est en cours, etc. et tout. Moi, je les entends depuis 2009, c'est toujours là. Donc, c'est pratico-pratique. Ça pas dit, en soi, donc c'est pas... en fait, sur la décision de changer les choses, je pense que c'est utile d'interroger les autorités. Hein, enfin, c'est eux qui ont ce pouvoir-là, nous on n'a pas ce pouvoir-là. Et aussi, puis on n'a pas de pouvoir de prévision des choses. Hein, concrètement, on peut expliquer sur le terrain ce qu'on fait, on peut expliquer nos recommandations, on peut donner notre sentiment que oui, c'est vrai, depuis quelque temps il y a plus d'écoute, on débat plus des choses, mais bon, l'action appartient à ceux qui sont élus pour pouvoir mener ces actions. Merci, Diès. On va faire encore un deuxième tour. Il y avait monsieur là-bas, oui. Voilà, ensuite vous. Ça marche. Ça marche. Allô? Vous l'avez éteint. Ça marche. Oui, vous m'entendez? Ça marche ou bien je m'en dispense? Voilà, vos talents d'orateur sont connus de toute façon. J'ai 4 remarques sur les 4 sujets. Mon nom est Farid Boubenani, ex-fondateur et dirigeant de banque. Le 51-49, ne penses-tu pas, Liès, qu'il a été dévoyé dans le sens où le 51 représente une part publique et le 49 une part privée? Dans cet esprit, l'esprit qui a été d'usage jusque-là, le 51 revient à une nationalisation partielle des entreprises. J'en veux pour preuve qu'il y a même des projets purement privés et algériens dans lesquels on parle de 51-49, à savoir l'État pour 51% et puis 49% pour la part privée. Donc nous sommes là dans un dévoiement total. Il faut indiquer à l'auditoire
qu'un État qui reprend une participation dans une entreprise aujourd'hui, une entreprise créée, qui pèse un certain prix, ça devient du DSIDE. Alors quand on imagine l'effort qui est mis en place pour attirer des investisseurs étrangers, pour attirer des IDE, des investissements directs étrangers, quand on repaye 10 ans après ou 15 ans après une entreprise, bah, c'est une sortie immédiate avec l'effet escompté du rachat d'une entreprise partiellement, on va le voir dans les années futures, mais l'effet immédiat, c'est de prélever sur la balance d'échange, la balance des devises, et de faire un chèque. Alors, raisonnant par l'absurde, imaginons qu'un certain nombre de poids lourds aujourd'hui en Algérie décident de jouer sur cet effet de cliquet, donc de se rendre éligible à une prise de participation ou une nationalisation de l'État, tout ensemble. On va parler de quelques milliards par-ci, par-là, mais l'impact significativement sur la balance de devise sera insoutenable pour l'État et sera obligé de lâcher prise en disant qu'on est arrivé à une solution absurde où toutes les entreprises, secteur bancaire, secteur pharmaceutique, secteur des télécoms, se mettent sur le marché au même moment et l'État n'aura pas d'autre obligation que de lâcher prise et d'être une contrepartie obligatoire du 51. Parce qu'en réalité, on parle de 51, on parle d'État, on ne parle pas d'algérianisation de l'entreprise. Et quant à l'esprit qui de dire je participerai de ce fait dans la gouvernance de l'entreprise, la réalité est tout autre. Parce qu'une fois que l'État, via le FNI ou un autre véhicule rentre dans une entreprise, souvent il y a un pacte de management, un pacte d'actionnaires et un contrat de management, qui fait qu'en réalité l'État ne participe pas du tout. Donc bon, il faut clairement indiquer les choses telles qu'elles sont. L'État a la volonté de contrôler l'économie privée, étrangère certes, mais privée également. Ça c'est sur le premier point. Le deuxième, c'est la prévisibilité du délai de l'autorisation du CNI. Il faut rappeler également que tout projet éligible au CNI, je crois que c'était 1,5 million d'euros, et il est passé à 5 millions d'euros. C'est bien ça, pour le capital privé algérien. Non, c'était 5 millions d'euros, c'est passé à 1,5 milliard, 15 millions. Donc de 5 à 15 millions d'euros. Et le seuil, lui, est de quasiment zéro dès lors qu'il y a une participation étrangère. Donc un cabinet d'avocats à 100 000 dinars de capital, dès lors qu'il y a un titre qui appartiendrait à une entité étrangère, serait éligible du CNI. Ce qui rend totalement absurde. Déjà, le principe même de demander une autorisation pour créer de la valeur dans un pays est choquant. De là à avoir des seuils aussi peu conséquents, on est dans l'absurdité totale. Créer de la valeur dans un pays, ça doit être un élément d'attractivité et non pas des obstacles. Il n'empêche qu'un État peut parfaitement décider que tel ou tel secteur sont de sa prérogative, il veut connaître les acteurs à venir. Mais ce travail, l'État en a fait l'impasse. Donc il faut l'obliger à faire le travail de qu'est-ce qui est stratégique pour l'Algérie. Et ça, il a l'obligation de les identifier et ensuite de réglementer l'accès à ces secteurs d'activité. Pour parler du financement local, le financement local, c'est louable au départ, c'est de dire nous avons des surliquidités en dinars, il conviendrait de faire en sorte que les entreprises qui financent leurs projets en Algérie le fassent en faisant travailler concrètement les banques algériennes. Deux problèmes à cela. Si je suis entreprise, j'ai le droit de faire mon marché sur le meilleur coût de ma ressource. Une ressource financière, c'est moi qui décide, ça fait partie de mes prérogatives, au même titre que le reste des prérogatives de l'entreprise. Et puis, contrairement à ce que tu as dit, Yes, il s'avère que de plus en plus, le coût de la ressource extérieure est moindre par rapport au coût du dinar. Et dans tous les cas, le coût les taux d'intérêt, le coût des financements en dinars vont normalement, compte tenu de l'érosion monétaire du dinar que nous connaissons et l'inflation qui en résulte, vont s'accroître. Emprunter sur du dollar ou de l'euro aujourd'hui, concrètement, c'est moins cher. C'est moins cher que de s'endetter en dinars. Néanmoins, tu as intégré là-dedans un coût lié au risque de change potentiel et puis le risque pays. Le risque pays, j'assume
j'assume la mauvaise perception du risque algérien à l'étranger. Il faut peut-être travailler là-dessus. Là-dessus, ça veut dire quoi? Améliorer la perception du risque algérien à l'étranger, c'est de passer par un rating. Il y a tout un tas de choses qui n'ont pas été faites. Il ne faut pas en faire l'impasse. Il faut remettre le doigt dessus en disant l'État, s'il accroît mon coût de ressources, doit lui-même faire sa propre, entre guillemets, publicité pour abaisser ce coût que je supporte. L'entreprise, elle, n'a pas à subir. L'entreprise, concrètement, elle doit, chacun des éléments d'intervention qui est le sien, ses coûts d'achat, ses financements, elle doit être souveraine et faire en sorte d'acheter au meilleur coût les ressources. Autre élément qui n'est pas anecdotique, tous les grands projets ne sont pas éligibles au financement bancaire algérien. Il y a la division des risques. Vous ne pouvez pas faire supporter à un établissement bancaire plus de 20% de risque sur une contrepartie, sur une entreprise. Donc ça va très vite. On n'a jamais pensé au financement du grand projet. Ben, les grands projets nécessitent des pools bancaires, qu'ils soient locaux, mais souvent ils doivent être également extérieurs. Tu as parlé de la séparation du risque de crédit et du funding, et de la ressource. Le cas SIDER, refinancement de la dette Société Générale par la BEA, in fine, la garantie est venue de la maison mère, et qui dit maison mère dit les banques de la maison mère. Donc parce qu'on s'est rendu compte que c'était absurde, on a dérogé au blocage qui était inscrit dans les textes. Ça veut dire que quand on s'approche du mur, à un moment donné, on est obligé de toute façon, ou on tape dedans, ou on finit par faire plier une des mauvaises directives qui est sous-jacent à ce que tu soulignais. Dernier propos, c'est sur la réévaluation des actifs. Réévaluation des actifs, elle a été faite à un moment donné où il y avait un certain nombre d'entreprises publiques qui allaient être privatisées. Donc il fallait faire grossir ces entreprises pour leur donner de la valeur, potentiellement achetable par des entreprises étrangères, voire du capital national. Et puis elle a également permis aux privés, tu le sais bien, lors des émissions obligataires, d'améliorer leur capacité d'endettement. Donc la réévaluation des actifs a dans tous les cas été favorable aux entreprises, qu'elles soient publiques, qui étaient destinées à de ces réévaluations d'actifs, s'est retrouvée dans la réévaluation des fonds propres. Donc on a amélioré de ce fait la capacité d'endettement ou la capacité à lever des entreprises. Il y a toujours les ratios qui existent. Quand tu prends toutes les fiches d'investissement de la COSOB, on voit que chacune a eu souvent des biens matériels, terrains, immeubles, hangars, et tout ça a progressé de façon sensible. Ce qui est une bonne chose de toute façon. Qu'aujourd'hui on veuille taxer à hauteur de 50%, alors j'ai pas compris si c'était le fruit de la réévaluation ou c'est la plus-value, la nouvelle plus-value, dès lors qu'il y a un coût de revient qui lui a augmenté. C'est la réévaluation, le 50% va chercher ce qui était exonéré au départ. C'est ça le point. Alors, taxer les 50% n'a pas de sens. Industriel dans le secteur pharmaceutique. Moi, je reviens sur le 5149 et sur son esprit qui, soi-disant, devait favoriser la partie algérienne par rapport à la partie étrangère. Dans notre cas, c'est plutôt l'inverse qu'on remarque. Nous avons fait un investissement productif en Algérie en 2003 où le partenaire étranger a pris les 2 tiers et nous 1 tiers. Bon, jusqu'à ce jour, ça se passe bien. Le 5149 ne nous a pas trop dérangé, étant donné que la partie étrangère n'a envie ni d'augmenter ni de diminuer ses actifs. Par contre, en ce qui nous concerne, aujourd'hui, un droit fondamental de la Constitution est bloqué par cette disposition, le droit de succession. Aujourd'hui, on arrive à un droit de succession où les notaires refusent d'appliquer les droits de succession, sauf si on revient au 51-49. Le problème est que les ayants droit n'ont pas les moyens d'acheter le 17% pour passer à... Et toute entreprise est bloquée.
Donc, nous pensons, nous souhaitons que ce cas-là soit apporté pour qu'au moins, si cette loi est faite pour protéger les esprits des nationaux, au moins qu'on nous permette, à l'intérieur de notre capitale, de pouvoir céder entre nous les actions. Je vous remercie. Merci. Monsieur Hadir, pour la dernière intervention. Merci. Merci, c'est Habib. Moi, je voulais juste reprendre quelque chose que vous aviez dit au début, qui, à mon sens, mérite véritablement qu'on en discute. Vous avez dit, on veut parler d'aspects pratiques, etc. Et c'est vraiment intéressant, effectivement, il faut parler de ça. Et vous avez dit aussi autre chose, on ne veut pas parler de politique, etc. Ce qu'il faut dire, c'est que on peut parler de cette mesure du 51-49, qui est une mesure purement économique, sans avoir pour objet de remettre en cause les équilibres de la gestion politique, de la gestion du gouvernement, etc. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'une mesure essentiellement économique. Et il faut qu'on puisse en parler sur un plan strictement économique. Et de ce point de vue, il y a un problème, qui est un problème de fond, que personne n'ose poser, mais qui est là posé devant nos yeux, c'est que nous avons une problématique de ce qu'on appelle, dans le domaine des relations économiques internationales, la relation entre commerce et investissement, parce qu'il y a une relation qui est directement liée. Aujourd'hui, on a un commerce qui est complètement ouvert, en tout cas pour le commerce des marchandises. Il n'est pas normal que tous les pays du monde, en réalité, font des restrictions sur leur commerce des marchandises et ouvrent le plus largement possible l'investissement, parce que l'investissement, c'est la création de valeur ajoutée. Alors, il n'est pas normal, et c'est ça le problème que tout le monde veut poser. Il n'est pas normal que dans un pays où n'importe quelle entreprise, constituée de la façon la plus simple qui soit, légalement bien entendu, puisse engager les devises, les ressources en devises du pays, importer n'importe quoi, comme elle l'entend, de n'importe quelle partie du monde, et que pour investir, on a besoin d'une autorisation. Et le problème est là-dedans. Il faut qu'à un moment donné, il faut que ce problème, on l'évacue d'une façon ou d'une autre. Il faut que nous mettions de la cohérence dans notre politique commerciale extérieure, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Après, maintenant, bien sûr qu'on connaît un peu la façon de la jeunesse de cette histoire. C'est qu'il y a aussi quelque chose qui a été sans doute une erreur un peu dans la politique économique suivie jusqu'ici, c'est la façon dont le secteur des télécoms a été ouvert et qui a donné lieu à des transferts exagérés, c'est-à-dire en devise par rapport à la mise initiale. Ça a gêné la Banque centrale, ça a gêné les autorités. Mais ce problème, il faut le régler en tant que tel. Et à la limite, il y a un certain nombre de secteurs qu'on dit stratégiques, qu'on puisse poser ces problèmes, etc., et revoir notre politique là-dessus, mais il n'est pas normal que dans des secteurs qui sont complètement noyautés par l'importation aujourd'hui sur le marché intérieur, que pour donc en gros, si une entreprise qui est installée à Marseille ou à Istanbul ou à Pékin ou que sais-je, qui est à 100% étrangère, qui dans le marché, qui noie le marché algérien avec ses produits, ici, celle-là, on lui pose aucun problème. Et si cette même entreprise souhaite s'implanter ici, on a des restrictions à non plus fidèles. Et c'est ce problème qui, à mon avis, doit être posé de la façon la plus simple. Et accessoirement, bon, ça, on n'en parle pas, mais moi je le dis, mais on a un problème d'ailleurs qui est à caractère juridique, puisque dans le cas d'un accord international signé par l'Algérie, qui est l'accord d'association, on s'oblige à une liberté en matière d'investissement qui est un peu en contradiction avec ces mesures prises par la loi de finances. Et donc, ce sont des questions extrêmement sérieuses, à caractère purement économique. Il faut qu'on puisse en parler, parce que sinon on va tourner en rond. Alors, bien sûr qu'il y a le côté pratique, mais en fait le côté pratique illustre un peu l'absence de vision, en tout cas, sur cette façon dont nous gérons nos rapports avec l'extérieur. Merci.
de l'association. Donc, comme je disais, on n'aborde pas les sujets de point de vue politique. Je parlais bien de la politique au sens général du terme, sur la manière de diriger l'État. Mais la politique économique, c'est notre objet. Hein, donc, il est clair qu'on ne s'interdit pas du tout d'aborder cela. C'est très bien. Et puis, en fait, le caractère de ces petits déjeuners care, hein, en fait, c'est autant nos interventions, enfin, l'intervention de la personne qui intervient, mais aussi le débat qui a par la suite. Donc en fait, les interventions qu'il y a eu ont été de très grande qualité, et puis les points qui ont été soulevés ont été assez bien étayés. Je vais peut-être juste revenir sur, donc je ne vais pas les commenter ou y répondre, hein, je pense qu'il y avait des interventions de qualité dessus. Une précision sur la question du fameux droit d'enregistrement de 50%, hein, juste pour revenir dessus. Le sujet, parce que en fait, ce qui a été évoqué là, dans l'intervention, c'était que les entreprises en ont bénéficié. La question, parce que sur la motivation, pourquoi ça a été fait, oui, c'est vrai que une des interprétations qu'on a eues, une des raisons qui aurait motivé cette question-là, c'est comme d'autoriser les entreprises à réévaluer leurs actifs en franchise d'impôt, était peut-être liée aux privatisations qu'il y avait à ce moment-là. Donc ça permettait aux entreprises publiques qui avaient fait des déficits depuis plusieurs années, à ne pas, en réévaluant leur capital, de cette manière-là, ne pas avoir à recapitaliser l'entreprise et donner un meilleur portrait. Ensuite, sur est-ce que ça permettait aux entreprises privées, aux entreprises, d'avoir plus facilement accès à du financement, d'avoir un meilleur portrait financier. Écoutez, moi je suis analyste financier, et puis en pratico-pratique, une entreprise, pour moi, si elle a des immobilisations, un terrain ou un bâtiment qui soit comptabilisé à 10 ou à 1000, ça revient au même pour moi. C'est pas la valeur qui est comptabilisée dans son bilan qui m'intéresse pour évaluer son crédit, c'est la valeur du marchand du bien. En pratique, ça devrait être normalement la même chose pour les banques, logiquement, en termes d'analyse financière. Donc en fait, la réévaluation dans les bilans en soi n'a pas de lien avec la qualité du crédit, quand c'est analysé par tout bon analyste financier. Au contraire, hein, c'est-à-dire en tant qu'analyste financier, en général, lorsqu'il y a des réévaluations des actifs, on fouille plus, on s'inquiète plus. Concrètement, on préfère les valeurs conservatrices pour ça. L'autre élément, c'est en fait, le sujet était pourquoi, comme ce qu'on dit, vous avez soulevé le fait que si ça pouvait être justifié, si le propriétaire de l'entreprise s'enrichissait par cette réévaluation d'actifs. Le problème, c'est la rétroactivité. Parce que concrètement, lorsque ça a été autorisé, l'autorisation, les conditions clarifiaient réellement qu'il y avait une franchise d'impôt, donc la franchise, c'est-à-dire l'avantage fiscal, c'est cette franchise d'impôt qui était donnée de façon ponctuelle, c'est justement ça, donc c'est la plus-value en cas de cession. Donc lorsque la disposition a été édictée en 2007, la condition est clarifiée exactement ça, dire vous pouvez réévaluer et vous n'êtes pas imposé dessus. Donc les gens l'ont fait concrètement. C'est comme les gens qui étaient, donc ils l'ont fait parce qu'il y avait cela. Donc la problématique de cette disposition-là, c'est que c'est sa rétroactivité. On ne peut pas revenir aujourd'hui et dire ah oui vous l'avez fait, mais vous ne l'avez pas fait pour les bonnes raisons, vous l'avez fait pour vous enrichir. Toutes les entreprises l'ont fait pour ça, là, c'est pas compliqué. C'est l'État lui-même qui a décidé de cela. Les entreprises n'ont pas demandé, hein, concrètement. L'État a décidé de cela, a dit voilà, il y a une franchise d'impôt à telle condition qui est faite. Les entreprises, naturellement, et c'est normal, qu'elles le fassent, ont réévalué leurs actifs parce qu'elles ont été pour bénéficier de cela, tout simplement. Donc après, la disposition
qui revient sur ça, qui se pose la question, ah, est-ce que c'était comme des entreprises qui le font, elles le font pour s'enrichir et puis pas non, comme ça revient sur une disposition qui a été faite où il y avait déjà comme les conditions. Après c'est comme de discuter pourquoi l'État comme l'avait fait à l'origine et tout, bah oui, concrètement si l'État n'avait pas autorisé cette réévaluation d'actifs, les entreprises ne se seraient pas plaintes non plus. Voilà, écoutez, comme je pense qu'on a eu, je vous remercie réellement de votre présence, j'espère que le débat a été intéressant pour vous. En conclusion, les débats sont très pertinents sur les différents points qui ont été soulevés. Ce qu'on espère, et sur ces 4 points-là, c'est de pouvoir avoir de l'action immédiate dans la prochaine semaine, dans les prochaines semaines, pour qu'on puisse se réunir pour débattre d'autres questions, de plus de fond. Merci. Merci. Très bien. Vous n'avez pas fini? C'est pas vrai. Je pense que c'est... Ouais. Oh là là. Ça écoute, on vient juste de clôturer là et ça s'est bien passé. Je te passe Ali si tu veux, il va te faire un petit... Non, c'est pas la fin. Allez, ok. Allez, bon courage à toi. Allez, salut. Bye. Allez, salut. Comment tu vas? Et toi? Ça va? Moi, je suis oui, je suis à l'école demain. C'est ça, je suis après ça, je devais être à congé aujourd'hui. C'est ça, exactement. Je suis pas pour la journée. Elle va être sur YouTube demain. Moi j'avais une émission. Pas sur le site aussi. Le site, non, vous la mettez sur le site. Elle va être sur le site aussi. D'accord. À bientôt. Ok, merci. Alors, je m'en vais en vacances. Je devais prendre le jour avant le 31 décembre, mars. Et à ce moment-là, ça a été peut-être oui, mais moi je reviens le 26 au bureau. Donc on a jusqu'au 31 pour les factures. On s'était déjà parlé au niveau de l'admissibilité. Je suis de retour après mardi prochain. Ah, ok. Bon. Mais c'est tout bouclé avant. Ok, parfait. Donc Saïda va être là. Elle est juste absente 2 jours cette semaine. Mais je devrais, j'espère, avoir accès à mes courriels. C'est un problématique. Bon, je vous envoie ça par mail. Parfait. Merci bien. Merci. Vous serez intéressé pour un peu d'étention pour le procéder dans le protocole? Ouais. C'est l'effet inverse. C'est bien. On ne peut pas bouger. On a vu 4, 5 ans, vous devez revenir au 5 ans. C'est la loi électorale. Normalement, ils ont dû prévoir, sauf on a essayé de traiter d'aspects d'application concrète, parce qu'au-delà de la question est-ce que